Alors, merci d'abord pour cette invitation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter les intervenants précédents. Donc, je remercie Jean-Louis Cohen et aussi le Bureau de la Recherche, Panos Mantiaras, pour cette très belle occasion. Alors, vous verrez là des images qui passent. Je ne veux pas parler des images, parce qu'en effet, j'ai utilisé cette occasion pour essayer de reprendre quelques fils d'une réflexion que j'ai commencée il y a quelques années, une réflexion non facile, mais que jugeais indispensable pour mieux comprendre notre propre travail, donc le travail avec Bernard Dosset, qui nous avons mené depuis quelques décennies. Il s'agissait d'un corps à corps avec les projets, les questionnements, les représentations que nous utilisions, une réflexion sur le statut épistémologique du projet. La production d'idées, leur capacité d'intégrer et de faire évoluer un débat plus large sur la ville et le territoire, la capacité de poser les bonnes questions à l'intérieur d'un processus de décision à la fois politique, culturel et social, de sélectionner des pistes pertinentes pour la construction du futur, tels étaient les arguments qui légitimaient, à mes yeux, une recherche sur le projet comme outil de pensée et de production de connaissances. Au fil des belles pages sur la densité des textes écrits et dessinés des urbanistes, Bernard Dosset, qui avait exploré dans Il racconto urbanistico, le récit de l'urbanisme, c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, les couches complexes dont tout projet est constitué. Ces textes multiples vont bien au-delà de l'idéologie du concepteur et il serait réducteur de les interpréter en les isolant les unes des autres ou par des lectures sectorielles. Au contraire, leur contenu de connaissance ne peut être reconnu qu'en les traversant dans leur entièreté. À cette confiance dans la richesse du projet, un point de vue depuis l'intérieur de la discipline, ne correspond pas, comme il est évident à tous ceux qui la pratiquent, un rôle aussi reconnu par le monde extérieur et par la société en général. Nous assistons plutôt et de plus en plus à la marginalisation de l'activité de projet et de la pensée critique élaborée par ces outils et ces pratiques. Il ne faut pas imaginer, parce qu'on commence à parler de la research by design, que les choses soient différentes. L'hypothèse du projet comme producteur de connaissances réagit à cette condition de marginalité et a des conséquences sur les deux niveaux, celui de la construction du projet et de ses opérations, c'est-à-dire ce que nous faisons en tant que concepteurs, et celui de la recherche qui l'investit en tant qu'objet d'analyse et de critique. Le livre que j'ai écrit depuis se termine, Les territoires de l'urbanisme, se termine avec une série de questions que je considère ouvertes. Elle se situe entre l'archive, au sens Foucaultien, donc l'univers de ce qui a été concrètement dit et a pu être dit dans une certaine période. Et je considère que là, il y a une archive information, je dirais, du research by design, et la matière dont nous nous occupons à travers le projet, c'est-à-dire l'espace, sa manipulation et ses transformations. Je considère ces deux entités, l'archive et l'espace, non seulement comme deux questions, mais également comme deux véritables problèmes, c'est-à-dire des propositions utiles à révéler et mettre en lumière, à construire ce qui n'existe pas encore. Comme disait Panos, je pense, c'est le problème, le point le plus intéressant, définir le problème. Le problème, donc, est à la fois le cadre et la machine d'investigation. Si dans la tradition philosophique classique, la solution du problème démontre l'existence d'un nouvel objet, mathématique par exemple, contenu en son sein et qui pourra, une fois reconnu, être transformé en théorème, dans le cas du projet de la production de connaissances, la réflexion sur l'archive fait émerger une géographie, des périmètres, des enceintes, des territoires de recherche et de conflit. L'espace, dans sa double dimension de configuration de mobiles et de lieux pratiqués, c'est de Certeau, reste souvent de côté. Les difficultés à le traiter résident dans son ambiguïté, dans l'oscillation continue entre l'autonomie de l'espace, donc un espace pur et presque transcendantal, et sa déperdition, mais même richesse, dans l'univers des pratiques, qui, à elles seules, pourraient le définir.
Les pistes que je propose considèrent ces deux problèmes, l'archive information d'une pensée sur le projet comme producteur de connaissances et l'espace, agent et support, expression de la nouvelle connaissance produite par le projet. Je les considère en tant que couple non séparable, bien que générateurs ou génératrices de recherche distinctes. Donc l'archive. Le premier problème, celui de l'archive, est double. Il s'interroge sur une généalogie de la recherche par le projet qui s'est produite tout au long de la modernité et de son processus d'émancipation du sujet, faite en particulier par le biais de l'étrange et surprenante relation entre concept et dessin, entre le terme concept, concetto, qui s'identifie avec celui de dessin. Ça, c'est vraiment Vasari, donc on parle de la Renaissance. L'existence ou non d'une tradition longue est question qui nécessiterait de recherche ultérieure. Si on vient à des temps plus proches, nous pouvons trouver des racines après la Seconde Guerre mondiale dans la pensée managériale du problem solving, dans l'operational research des années 50, qui conjugue les avantages d'une pensée organisée systémique à la dimension créative, revendiquée par exemple par Bruce Archer. C'est surtout l'industrial design qui est concerné avec la mise au point de prototypes où l'hôpital et son organisation spatiale complexe de séparation des flux, des détails industriels et spécialisés est souvent cas d'étude. Et comme vous savez aussi, analogie puissante pour élaborer des théories sur la ville. Il suffit de penser à Traffic in Town. Dans cette perspective où le design s'occupe de la transformation des conditions existantes dans des conditions préférables, c'est Simon qui dit ça, à la fin des années 60, le design thinking est une méthodologie, ou mieux, je dirais, un protocole pour la résolution de problèmes. Il s'appuie sur deux convictions qui maintiennent, aujourd'hui encore, un rôle constructif de la pensée et de l'action. La première est la conviction que tout problème contient des opportunités. Et c'est justement là, c'est presque une idéologie, je dirais, et c'est justement là que la créativité, donc les modèles de creative thinking ou creative planning, mesurent la différence du design research par rapport à d'autres formes d'investigation. La deuxième conviction est celle de la multiplication possible des solutions, ce qui peut produire plusieurs prototypes. Il est facile de reconnaître dans cette articulation l'hypothèse fondamentalement naïve, bien que non irraisonnable, qu'un durcissement de l'activité de design, en imitant les protocoles des sciences dures, l'aurait rapproché à cet univers de rigueur, source puissante de légitimation. Il est également facile de reconnaître les rhétoriques et les banalisations successives, l'assujettissement de l'industrial design, par exemple, au paradigme consumériste, qui a besoin de nouveaux problèmes, auxquels donner des solutions nouvelles, de plus en plus univoques, sectorielles, de moins en moins flexibles, sans jamais remonter au problème et à sa déconstruction. Une confiance dans la technologie et ses résultats est âprement critiquée dans les années 70. Et comme le rappelle Nigel Cross en 2006, par exemple Christopher Alexander, entre autres, ou Rittel et Webb, qui avancent l'hypothèse bien connue de l'existence de problèmes qui n'ont pas de solution, donc des weak problems. Donc tout le problem solving est soumis évidemment à une critique radicale. Par ailleurs, l'interprétation par génération de méthodes introduite par Ritter au début des années 70 laisse un point de fuite. Elle permet, comme le dit encore Nigel Cross, de sauver le design research, car elle promet l'évolution, le dépassement sans drame des positions même dogmatiques précédentes. Donc cette idée de génération élimine le danger d'une faillite absolue des méthodes et par conséquent ralentit, je crois, une réflexion en profondeur sur les limites de ces approches. L'analyse générationnelle est en effet un instrument interprétatif fort, utilisé quelques années plus tard, entre autres par Campos Venuti en Italie dans les années 80, dans son interprétation de l'évolution de l'urbanisme italien et au centre du débat sur le renouvellement de son projet,
elle lui permet de mettre le milieu, les conditions sociales et économiques au centre du changement du projet. Le projet est constitué par la société elle-même, qui se donne ses propres instruments. Dans cette reconstruction, ce qui est une histoire externe, qui est opposée à une histoire interne des concepts, des outils de la pensée de l'urbaniste. Revenons au projet comme producteur de connaissances, l'hypothèse des générations explique en partie, je crois, l'architecture de l'archive de cette recherche par le projet. La consolidation progressive, malgré ces crises, des institutions liées au design research dans le monde, la construction de nouveaux cercles, de nouveaux pouvoirs académiques, dont les résultats de recherche ne sont pas toujours évidents. Elle est apaisante, à manœuvrer avec attention et finalement insatisfaisante. Au lieu de présupposer une évolution organique et cyclique, ce que la génération implique, il est à mon avis plus intéressant de faire émerger les strates inspirées par des points de vue différents dans l'univers très vaste que nous appelons design, et de les considérer pour ce qu'elles sont dans leur contexte et pour ce qu'elles peuvent nous dire encore. De nombreux ouvrages se concentrent par exemple sur l'hypothèse que ce sont les mécanismes de la pensée du designer à être spécifiques. Peter Rowe, par exemple, dans son très connu Design Thinking, parle de position fonctionnaliste, populiste, etc., formaliste. Mais ces positions pensent différemment, utilisent des frames différents. Dans les années 90, la critique de Webb et Ritt se poursuit avec des arguments nouveaux. L'opposition entre approche logique et dialogique, le refus de la composante épistémologique, de l'hypothèse comme point de départ de l'investigation, le refus du processus de vérification et de falsification. Ces critiques nous parlent de l'influence de la pensée herméneutique et de la résistance forte à l'idée que la science puisse produire des modèles valables pour le projet. L'archive duquel je parle se définit à travers ces conflits. L'innovation créative donc se produit dans ce cadre, dans le déroulement de l'interprétation. Le refus de la rationalité scientifique renforce la conviction de la différence des mécanismes de la pensée et de son bagage d'outils pour dessiner et pour projeter. Avec l'idée que la recherche est elle-même design, ça c'est le renversement plus récent, c'est-à-dire que depuis Donald Schoen, on dit que le modèle même pour la recherche scientifique, c'est l'atelier d'architecture, sa façon de construire, expérimentale de construire la connaissance. Donc on arrive à renverser les termes, donc c'est que même la recherche scientifique est du design. Alors là, donc c'est projection et conception, et c'est donc une absurdité de s'en inspirer, nous, architectes urbanistes, dans les activités de projet. C'est plutôt le contraire. Le research by design s'auto-procure, dans ce cas, une légitimation un petit peu tautologique. La recherche par le projet revient à des explorations internes sur les thèmes traditionnels, par exemple, de la composition architecturale. Un terme, ce dernier, que le mouvement moderne avait banni, car expression pure des beaux-arts, et donc réactionnaire, mais qui contient une longue tradition d'analyse et de techniques d'exploration de l'espace, de ses qualités et de ses formes. Dans un nouveau cadre inspiré à la nouveauté et à l'innovation, c'est le passé qui refait surface. L'archive nous montre cela, ainsi que le changement des cadres institutionnels, les nouveaux programmes doctoraux, qui concernent finalement les activités artistiques et de projet aussi, la compétition internationale sur la production de recherche. Les arguments sont repris, polis, répétés, comme si la répétition pouvait finalement, par sa propre force, résoudre le problème et révéler un nouvel objet. Pour le moment, je crois que la circularité est forte, tout comme le risque de détachement progressif du projet et de l'espace, de leur complexité et ambiguïté, en oubliant que la pertinence du research by design doit être prouvée par la qualité de sa production et la capacité d'ajouter quelque chose d'original. C'est à partir de cette insatisfaction profonde, qui ne doit pas être mal interprétée, que je commençais à mener une réflexion sur le projet, comme producteur de connaissances, en interrogeant les opérations développées par architectes, urbanistes, non pas en tant que mécanisme ou procédure, mais comme agent et producteur.
j'interrogeais notre propre pratique pour ce qu'elle avait dit, ajouté, révélé. Les 3 champs épistémologiques dont je me suis occupée, les territoires de la description, de la conceptualisation et de la construction du futur, développent chacun des opérations spécifiques qui peuvent être analysées, déconstruites. Elles font référence à une idée de connaissance qui a évolué par rapport au passé, sur la base de laquelle j'ai pu bâtir un échafaudage utile à la compréhension d'autres projets, ce qui, parmi la multitude des projets, ont produit des innovations dans la pensée sur la ville et le territoire. L'exercice est rendu difficile par le rapport toujours intriqué entre connaissances implicites et connaissances explicites. Cette ambiguïté est propre au concepteur, par la difficulté à extraire des textes bien souvent dessinés, le gros mot dense est si extraordinairement compact qu'il déploie au fur et à mesure de nos lectures. Les 3 champs sont suffisamment vastes pour laisser place à plusieurs non-dits, mais assez clairs pour susciter l'envie de les préciser, de les approfondir dans les projets ou par le projet. En dépassant l'opposition entre déduction, induction et abduction, à utiliser de façon complémentaire en relation à des conditions situées et de nécessité, le projet décrit, conceptualise, participe de la construction du futur. Les quelques risques que j'ai pris me paraissaient inéliminables. L'archive est là en formation et par son effet de miroir, elle nous montre à travers ses lacunes et accumulations l'état de notre réflexion et surtout la pauvreté de la production de connaissances sur l'espace, matière et objectif de notre recherche. Donc je passe à l'espace, un petit peu plus rapidement. Le statut faible des savoirs liés au projet de l'espace, le manque de confiance dans leur capacité de formuler des hypothèses originales, ce qui a d'ailleurs produit une forte réduction de la production expérimentale par le projet et acéré la demande sociale de trouver des solutions. Donc ces éléments construisent le problème de l'espace en relation à celui de l'archive, qui devrait s'occuper des recherches sur l'espace. L'espace comme problème n'est que trop rarement traité. Les interrogations qui le concernent restent implicites, dissimulées à la discussion et fermées à l'innovation. De nombreuses strates du projet restent inactives. Les raisons sont multiples et se situent en partie à l'extérieur du research by design, je pense que Eric Langereux a très bien expliqué, et ne peuvent pas donc être traitées trop rapidement. Je ne peux qu'en aborder une liée au processus de normalisation qui s'accomplit à l'abri du projet de l'urbanisme moderne. Un parcours qui a construit des situations d'inévitabilité et d'automatisme, qui a transformé une théorie dans a given part of the natural world, je suis en train de citer, applied almost without conscious decision. C'est Carrie Nelson qui dit ça. Quand une telle condition se vérifie, la théorie no longer counts as theory, ne compte plus comme théorie. Si, comme le suggère Carrie Nelson, la transformation de la théorie en nature est bouleversante et fait chavirer le sens et le rôle des choses, alors quel sens cela a de parler de théorie ou de nature quand nous pensons aux distances entre objets construits, à la relation entre espace public et privé, à la densité, à la transparence ou à l'opacité, à la relation dans l'espace entre foule, petits groupes et individus. Pour cette raison, je juge nécessaire une recherche qui interroge les caractères de l'espace contemporain à partir d'une hypothèse simple qu'il est, cet espace, largement, non exclusivement, le laboratoire des idées et des théories à propos de l'espace formé par et à partir de l'urbanisme moderne. C'est un espace qui naît d'un projet explicite et démonstratif, qui traverse lentement les couches des habitudes, des institutions, en se normalisant et en se naturalisant dans les pratiques de construction de la ville et du territoire, jusqu'à devenir invisible, non traitable et partie de la nature, et qui suscite par opposition de nouvelles idées, de nouveaux espaces. Le concept d'espace complexe et polysémique a donné lieu à des définitions multiples qui se positionnent à un niveau d'abstraction différent et à une distance plus ou moins importante de la pratique concrète de projet. C'est l'espace actif et plein de cairns au passage entre 19e et 20e siècle. C'est l'espace agent et support qui permet de lire la ville et les événements qui la transforment comme histoire d'espace, bien avant le spatial turn des sciences sociales.
C'est l'espace au centre de l'histoire urbaine et architectonique de Guy, je cite vraiment les classiques, qui désigne l'espace comme protagoniste de l'architecture et la relation entre intérieur et extérieur comme celle qui incarne le problème, une relation qui se modifie et se fluidifie. L'espace est manipulation et perception, conscience des limites de la perception dans le processus cognitif, construction d'environnement, d'expériences directes, physiques et sensorielles, cognitives, synesthésiques. L'espace est politique. Dans les années 70, Henri Lefebvre opposait l'espace abstrait du capitalisme à l'espace naturel, avec ses particularités climatiques et topographiques, utilisé comme pur matériel de production d'un surplus de valeur et consommé par le tourisme et le loisir. Tel l'équipement de l'industrie, l'organisation spatiale des villes, des régions et des nations augmente la production et facilite la reproduction des relations de production. Les techniques de l'espace équivalent, évidemment, à des techniques de pouvoir. Aujourd'hui, les concepts d'espace ne peuvent rester matière implicite du projet de la ville et du territoire. Et il est important d'observer que le passage de la ville moderne à la ville contemporaine est modulé par une réaction au concept précédent et par une réflexion plutôt limitée sur quelques espèces d'espace. Ils convergent, se trouvent mélangés dans la ville ou dans les villes-territoires du présent. Les reconnaître, les faire émerger, définit le problème, je pense, c'est une hypothèse, le problème contemporain de l'espace, ce qui nous pousse à nous occuper de la construction de nouveaux espaces habitables dans une époque de transition sociale, économique et énergétique, sur la sédimentation de ce long processus de modernisation réalisé avec des modalités différentes dans chaque territoire. Sur cet espace s'appuient les épigones de la modernité des Lumières, l'espace fonctionnel, et les idées qu'en partie le réfutent, sans vraiment le contredire dans sa globalité, l'espace mythique de la nature et l'espace support de l'infrastructure. De leur rencontre, de leur conflit et leur superposition a émergé la ville contemporaine, dont le recyclage nous occupera longtemps. L'hypothèse du projet comme producteur de connaissances réagit non seulement à la condition de marginalité de la pensée par le projet et aux conditions apaisantes de l'interprétation générationnelle, mais assume également l'espace comme problème, en construisant, avec ces outils, une réflexion spatiale capable d'agir. Merci.